Donc, j'aimerais en fait commencer avec une reconnaissance des territoires. Je suis reconnaissante, moi, à l'égard des peuples masculins et aussi Squamish et Tsleil-Waututh de m'accueillir sur leur territoire ancestral, traditionnel et non cédé. Et je rends également hommage aux peuples autochtones, gardiens traditionnels des terres ancestrales sur lesquels vous vous trouvez ce matin ou cet après-midi. Je reconnais le lien sacré de longue date unissant les communautés autochtones à ces territoires qui demeurent pour la plupart non cédés à travers notre pays. Donc, bienvenue. Donc, voilà l'équipe ou les équipes. Oups. Et ce que je crois que je vais faire, parce que la dernière fois, on a présenté la vidéo aussi, tout est expliqué dans cette vidéo, donc je vous suggère d'augmenter l'audio et puis d'écouter ce que Stéphanie, notre chercheuse lead researcher a à dire sur ce point. Ça va? Voilà, oui, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Hello everyone. My name is Stephanie Arnott. I'm Associate Professor and Teacher Educator in French Second Language Education, currently working at the University of Ottawa's Faculty of Education. I am also fortunate enough to speak to you today as the lead researcher on an exciting new 2-year pan-Canadian research project being funded by the Canadian Association of Second Language Teachers. The title of the study says it all. We are looking to identify requirements and gaps in FSL teacher education in the hopes of making key recommendations and guidelines at the end of the study. Notre équipe de recherche est composée d'un consortium d'experts en recherche provenant de 3 facultés d'éducation reparties dans tout le pays. On a l'Université de la Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada, l'Université d'Ottawa dans le centre du Canada et l'Université du Nouveau-Brunswick dans l'est du Canada. We are hard at work collaborating to achieve the 3 main goals of the study. Tout d'abord, nous voulons identifier les normes et les pratiques actuelles dans l'enseignement de français langue seconde au Canada de la maternelle à la 12e année. Ceci inclut la préparation, la certification et l'embauche des enseignants du français langue seconde. We will be talking to other FSL teacher educators, school district representatives, and new FSL teachers to hear what they have to say about FSL teacher preparation, mentorship, and retention. Finally, we will look at how all of this information compares across the different regions in Canada and the participant groups to inform ongoing FSL teacher preparation and professional support across Canada. You can find out more about the study and how to participate on our project website at www.casalt.org/FSL Teacher Ed. Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique à l'adresse fslteachered@casalt.org si vous avez des questions. Il s'agit d'une étape importante pour remédier à long terme à la pénurie actuelle d'enseignants. We hope that you are as excited as we are about this timely research study, and we look forward to sharing the findings with you in 2022 when the study is complete. I hope this message finds you all well, and I look forward to discussing the findings and perhaps meeting you as participants in the study. Take care. Voilà. Donc, j'aimerais simplement ajouter que donc on voit ici les membres des 3 équipes à travers le Canada et c'est en créant ce réseau que nous espérons être en mesure d'aborder plus efficacement certaines de ces grandes questions auxquelles la profession est en fait confrontée. Donc, et on voit maintenant, et Stéphanie va en parler, que cette perspective à travers le pays, en fait, nous donne une nouvelle interprétation des perspectives qu'on connaît quand même déjà assez bien. Donc, une autre chose que j'aimerais juste partager, c'est que les axes de recherche, donc nous nous concentrons surtout sur le développement linguistique, mais aussi au soutien de celui-ci, c'est-à-dire à l'accès au français dans les programmes de formation et aussi
en ce qui concerne la formation continue, ainsi que le contenu et la méthodologie dans les programmes de formation initiale des enseignants et dans les séances de l'apprentissage professionnel. Et nous avons aussi touché, pas juste touché, mais discuté du mentorat, la transition vers le milieu de travail, la création d'une communauté, l'apprentissage des autres, la collaboration et les soutiens ressources professionnelles. Et ceci aussi, le rôle que joue le mentorat pendant le programme de formation et justement après, en faisant cette transition. Et je vais juste mentionner que nous nous concentrons surtout sur les solutions qui ont été suggérées par nos participants. Et je m'arrête ici parce que c'est Carla qui va en parler davantage. Donc voilà, Carla, c'est à toi. Merci beaucoup, Maïka et Steph. Bon, une petite mise à jour comme ça, on va vous présenter ce qu'on a accompli jusqu'ici. La première étape, bien sûr, c'était l'éthique. Et bon, l'approbation a été accordée par chacune des 3 institutions partenaires en octobre 2020. Donc, tout de suite par après, l'ACPLUS a lancé une page web dédiée au projet et vous voyez le URL là sur la diapo. Et sur le site web, on avait, on l'a toujours, l'inscription pour la participation au projet et toute l'information ainsi que la vidéo que nous venons d'écouter et consentement informé et tout. Et voilà, c'est toujours là, comme j'ai dit. Donc, si vous aimeriez participer, il vous reste un tout petit peu de temps, je vais en parler davantage sous peu. En octobre, après l'approbation des éthiques en octobre 2020, l'équipe a commencé à examiner les sites web de toutes les facultés d'éducation offrant des programmes ou des spécialités de français langue seconde partout au Canada. Et cette information a été recueillie et vérifiée ensuite par des contacts clés dans chaque institution. Et enfin, un rapport a été soumis à l'ACPLUS en septembre. On vient juste de soumettre notre rapport juste sur cette partie-là de notre recherche. 3 sondages, une version pour chacun des 3 groupes de participants ont été créés puis pilotés à l'interne et à l'externe à l'automne 2020 aussi. Donc, il y avait beaucoup qui se passait en automne 2020. Les sondages ont été finalisés et ensuite lancés sur le site web de l'ACPLUS en janvier 2021, donc au tout début de cette année. Et pour se terminer en octobre, donc il vous reste le mois d'octobre à participer et on aimerait bien avoir plus de participation. Ça va très, très bien, mais on vous invite toujours à participer. On a commencé une analyse préliminaire de données. Une fois le sondage lancé en janvier 2021, nous avons commencé bien sûr à recevoir des réponses de partout au Canada en cœur de chacun des 3 groupes de participants. Et au cours de l'hiver 2021, nous avons analysé ces données recueillies des sondages et aussi du rapport de notre analyse des sites web afin d'élaborer nos questions pour les groupes de discussion.
Et bon, nous avons commencé nos groupes de discussion. Ce sont de petits groupes d'environ 5 participants chacun, encore ici avec chacun des 3 groupes de participants. Nous avons commencé cela en avril. Et ces groupes sont en cours, mais encore là, on aimerait probablement terminer vers la fin du mois. Et bon, promotion et recrutement, j'ai déjà parlé un peu de cela, mais c'est toujours en cours, comme j'ai mentionné. On a lancé le site web à l'automne 2020, comme j'ai mentionné, mais il y avait plusieurs autres stratégies de promotion et de recrutement des participants. Par exemple, des incitatifs offerts pour la participation, carte cadeau, adhésion institutionnelle à l'Act+, tirage pour ressources, courriel, et médias sociaux. Nous avons aussi fait quelques présentations, par exemple à Langue sans frontières en octobre 2020. Et nous avons aussi lancé une table ronde sur le français langue seconde à l'automne 2020 aussi. Mike a déjà mentionné cela, mais dans notre analyse et dans nos discussions de groupe, nous restons déterminés à écouter nos participants et à nous concentrer sur les solutions. Nous nous orientons vers l'action. En écoutant les participants sur les mesures que nous pouvons prendre afin de soutenir le recrutement et surtout ce que nous avons trouvé, c'est surtout la rétention. Il faut soutenir nos enseignants de français langue seconde. Et voilà, oui, les défis. Nous avons trouvé cela important à noter. Le recrutement de participants et pendant une pandémie globale, c'était un de nos principaux défis tout au long de l'étude. Imaginez, l'étude a débuté en 2020. En pleine pandémie et par conséquent, assurer une représentation adéquate de tout le Canada et surtout les territoires, c'était parfois un défi. On sait que la pandémie a grandement modifié les priorités des facultés d'éducation, du personnel des districts scolaires, des enseignants, qui ont tous dû confronter l'instabilité, le changement, l'enseignement en ligne et les autres défis bien connus posés par la pandémie. Donc, nous aussi, nous avons dû travailler avec tout ça, mais quand même, on a beaucoup accompli, je pense. Et bon, prochaines étapes, c'est la conclusion du sondage et des groupes de discussion. Donc, il vous reste du temps, comme j'ai dit, jusqu'à la fin d'octobre à participer. Ensuite, c'est vraiment à la rédaction des rapports régionaux et notre rapport final consolidé que nous allons soumettre à l'Act+, et bien sûr la diffusion des résultats par le biais de rapports, d'articles, présentations qui sont en cours, comme aujourd'hui, mais bon, après notre rapport final, ça va continuer bien sûr. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Carla. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé jusqu'à date? Moi, je suis ici pour présenter quelques résultats préliminaires. Ils sont très généraux, je dirais, comme haut niveau pour vraiment orienter la discussion qui va suivre
selon l'organisation de cette présentation. Nous souhaitons engager une discussion sur les solutions possibles, mais à un certain moment, il faut se rendre compte de ce qui est une priorité pour nos participants. Et en fait, ce qu'on a remarqué à haut niveau, selon les données des facultés d'éducation, des représentants des conseils scolaires et les enseignants, des nouveaux enseignants de français langue seconde, c'est que la rétention est une priorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, que ça commence, la rétention commence dans les programmes de préparation des enseignants. Que ce n'est pas uniquement une force de recrutement, c'est uniquement aussi, ou c'est aussi un processus de rétention. Nos résultats préliminaires aussi révèlent une orientation des participants vers la rétention comme un élément clé pour répondre à la pénurie. Alors, précisément, on parle de, et je vais montrer quelques données des enseignants en particulier juste pour l'instant parce qu'on a une quinzaine de minutes uniquement, mais ce que vous allez remarquer, c'est que, en fait, les nouveaux enseignants de français langue seconde sont en mode de survie, mais ils ne s'épanouissent pas, en particulier après la transition vers l'école, alors que ça commence après la formation selon nos données, selon leurs histoires, selon leurs anecdotes. Pas uniquement les enseignants, je dirais aussi, mais aussi les conseils scolaires, les facultés d'éducation, mais que la rétention en fait partie de toutes les expériences. Avec ces données-là, ça nous donne l'occasion de mentionner que, d'après nous, les efforts de recrutement, et on parle beaucoup de recrutement quand on parle de la pénurie, et les mesures de soutien pendant et après la formation ne serviront à rien, à notre avis, si l'isolement, et je vais montrer une citation exemplaire pour montrer ça, si ça ne servira à rien si l'isolement, la marginalisation et la dévalorisation systématique de l'enseignement du français langue seconde à travers les programmes. Alors, ce n'est pas uniquement au français de base, comme la recherche précédente nous montre, que ça se poursuive. Et aussi, finalement, que la réponse à la pénurie nécessite, à notre avis, une planification à long terme. Ça veut dire que même s'il y avait des conseils scolaires qui nous ont dit, bon, on fait un programme ici, on fait un programme là, qu'il y a vraiment, on a besoin d'une réponse systématique. On a besoin d'un changement systématique pour retenir les enseignants. Alors, si on se concentre uniquement sur le recrutement, quand ils arriveront dans le domaine, il y aura des problèmes de rétention. C'est ça, comme nos données préliminaires haut niveau. Et voici quelques citations, à mon avis, à notre avis. Ce sont des citations qui montrent non seulement d'une manière ou une autre comment le système dans son ensemble isole, marginalise et dévalorise les nouveaux enseignants, mais ce que c'était mentionné dans le contexte de la transition au domaine, dans le processus de formation. Alors, c'est vraiment au moment où ils doivent être motivés d'une certaine façon, c'est ça notre but, mais que ça commence dès la formation. Et je dirais aussi que si on regarde les trois citations, particulièrement, on peut commencer avec la citation en rouge. C'est un bon exemple de l'obligation faite aux enseignants de français langue seconde d'être les traducteurs des ressources, non seulement, mais aussi de leurs propres expériences d'apprentissage professionnel. Selon la recherche précédente, on sait que normalement, les enseignants de français langue seconde sont obligés il faut traduire les ressources parce qu'ils ne sont pas disponibles en français. Mais ici, on voit, il y a plusieurs citations des données d'autres enseignants, que ça se passe aussi au niveau de développement d'apprentissage professionnel. Qu'ils découvrent rapidement que non seulement ils sont des enseignants de français langue seconde, mais aussi qu'ils sont aussi responsables de la traduction en français des offres du système en anglais. Et il y a des conséquences et des indications au niveau des demandes de travailler le développement langagier de nos enseignants. Quand ils arrivent, ils essaient de développer. On voit l'exemple, ça c'est en haut, le We don't have anyone in the district. Attends, I think I'm unstable. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Je suis là. Tu es correct maintenant, Steph, oui. OK, voilà. Ça me donne un petit message. En violet, c'est un bon exemple courant de la façon dont les enseignants de FLS se retrouvent souvent dans une sortie de lone wolf, loup solitaire, on dirait, et se sentent abandonnés, en fait, par le système. Il y a plusieurs citations, mais voici une citation exemplaire. Et aussi, en bleu, c'est un exemple de la façon dont le français langue seconde est dispensé. Dans ce cas, l'enseignant dispose d'une chariote qui est normalement associée aux enseignants de français de base.
mais non seulement de sa propre salle, ce qui lui rappelle constamment. Alors, c'est pas juste une question du milieu de travail, mais ça lui rappelle constamment qu'il n'est pas aussi apprécié que les autres enseignants des autres domaines dans son école et aussi dans le système scolaire en général. Alors, pour nous, c'est pas nouveau, ces obstacles-là, mais c'est vraiment dans le contexte de la formation, de la motivation, de la rétention, de la transition au domaine, que si ça apparaît juste à la première journée d'arrivée, c'est un problème. Alors, pour nous, on veut poser la question, que font les parents pour survivre dans cet environnement? Et peut-être qu'il faut appuyer ce qu'ils font eux-mêmes pour survivre, pour qu'ils s'épanouissent. Alors, pour nous, c'est juste pour mentionner à haut niveau parce qu'il est à 14h02 et on veut qu'on se lance dans une discussion par rapport à ces résultats, mais aussi vos contextes, etc. C'est que le mentorat, ça apparaît comme une clé de la survie. Et il est souvent mentionné comme la principale raison pour laquelle il reste dans le domaine. Et ça aussi est mentionné par les conseils scolaires des programmes qui se passent ou qui est offert dans leur conseil. Alors, c'est un bon moment pour peut-être vraiment appuyer ça. Les résultats préliminaires montrent aussi que les nouveaux enseignants recherchent et créent des opportunités de mentorat eux-mêmes afin d'accomplir les 3 objectifs qui sont là. Maintenir, développer des compétences linguistiques, partager des stratégies et des ressources pédagogiques qui est commun avec tous les enseignants qui ont des mentors, etc. Mais aussi de se sentir validé et faire partie d'une équipe ou d'une communauté professionnelle. Alors, ça répond aux obstacles mentionnés auparavant. Alors, pour nous, le mentorat, ça sort. Encore une fois, on a d'autres données à analyser, mais je crois que c'est un domaine où on peut travailler très fort pour appuyer quelque chose que les enseignants font eux-mêmes, qu'ils apprécient eux-mêmes et pour vraiment répondre aux obstacles systématiques qu'on a identifiés auparavant. Alors, on a dit plusieurs fois que cette étude est méthodologiquement axée sur les solutions, comme on voit les participants comme des agents eux-mêmes. C'est pas nous qui suggèrent des solutions, c'est eux-mêmes. Et alors, parlons des recommandations basées sur ces données-là et ou bien ce que vous avez remarqué de la présentation, mais aussi, alors pour nous, on veut vraiment discuter des données, mais aussi de répondre à ces questions qui sont basées sur les données. Alors, que faites-vous, vous, dans vos contextes? Je sais qu'il y a des enseignantes, il y a des administrateurs, administratrices. Alors, que faites-vous pour retenir les futurs et nouveaux enseignants de français langue seconde et pas seulement les recruter? Je crois que auparavant, j'étais dans un groupe où on a parlé et la discussion ça a commencé avec la rétention, mais on a terminé avec le recrutement. Alors, il y a une belle relation entre les deux, mais on vraiment se concentrer dans cette présentation. Nos données nous montrent qu'il faut mettre l'emphase, il faut rechercher davantage l'idée de la rétention. Et aussi pour les enseignants dans la présentation, dans la salle aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce qui vous encourage à rester dans le domaine. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous aider à y rester, basé sur ce que vous faites présentement vous-même. Je crois que moi, je peux répondre en français juste avec des gens. Si ça te va, si je réponds en français, c'est de la bonne pratique. Oui, c'est bon. OK. C'est juste, oui, à l'Université d'Ottawa, je dirais que le recrutement, c'est partie de notre stratégie parce qu'on n'est pas plein. C'est pas plein dans notre contexte. C'est pas pour Micah, mais c'est juste que il y a plusieurs pathways pour arriver à une faculté d'éducation. Mais ce qui était évident avec le scan des sites web. Mais pour nous, on a des exigences par rapport aux compétences langagières qui ne sont pas assez hauts, mais c'est juste qu'on les met en place. Il y a un test au début, tout ça, que c'est différent d'autres facultés d'éducation. Je ne sais pas si ça fait partie de... On n'a pas de données vraiment à ce moment, selon mes connaissances. Il n'y a pas de données des taux d'inscription par rapport à toutes les facultés. Il y a un peu, je crois, mais c'est pas... Je ne sais pas, Micah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, j'aimerais juste répondre aux questions d'Elisabeth ici. En fait, alors ajouter je crois que la première réponse est vraiment, c'est toute la vie, en fait, je crois. Il y a des différents types de mentorat qui sont nécessaires et ça répond aussi à la question de format. On voit maintenant que c'est vraiment une question, tout d'abord, si c'est des relations avec des gens, ça dépend des relations qu'on a avec des gens pendant la formation ou des gens des conseils scolaires. Et ce qu'on voit aussi que la relation entre les
les enseignants experts et les enseignants novices, c'est réciproque en fait. Tout le monde apprend quelque chose de l'autre parce que les experts, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le système scolaire. Ceux qui viennent de finir leur programme, ils ont beaucoup d'idées, ils ont des nouveautés en fait. Donc, il est très important d'avoir cet échange. Mais il y avait du mentorat mentionné dans nos données entre nouveaux enseignants. Alors, ce n'est pas uniquement cette idée d'experts et novices qui s'est ressortie de nos données. Alors, je ne sais pas si exactement. Et donc, même les débutants, les novices, ont des échanges et essayent de se soutenir de différentes manières. Donc, le mentorat, c'est vraiment un sujet, on a trouvé pendant les groupes de discussion, c'est quelque chose à explorer davantage parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre et il existe tellement d'aspects, de facteurs, même de définition du concept de mentorat. Donc, voilà un des résultats de notre projet, de continuer à examiner. Mais aussi, on dirait au niveau conceptuel, cette idée de recrutement et rétention, qu'est-ce que c'est le recrutement, qu'est-ce que c'est la rétention? À mon avis, j'ai dit dans un autre groupe que la rétention ainsi que le recrutement commence pas, on dit ici parce qu'on a des données par rapport aux gens qui pensent et qui parlent de leur formation, mais à mon avis, ça commence dès le début de leur expérience à l'école. Ils voient comment le français est situé parmi les autres domaines. Alors, pour moi, c'est comme en tant qu'étudiant que ça commence. Non seulement le recrutement, mais aussi la rétention, parce qu'ils ne voient pas s'ils voient pas que le système change, ça va être démotivant, on dirait. Alors, je vois que tout le monde est revenu. On était dans un groupe parce qu'il y avait un problème pour mettre des gens dans les salles. Est-ce que je peux j'aimerais juste revenir parce que je n'avais pas l'occasion de le faire la dernière fois, en ce qui concerne la participation. Dans l'Ouest, on cherche toujours des enseignants. On n'a pas assez d'enseignants qui ont répondu au sondage et dans pour les inscriptions de groupes de discussion. À l'Est, c'est plutôt les conseils scolaires. Donc, si jamais vous connaissez des gens dans ces régions, ce serait bien de leur taper sur l'épaule et peut-être dire... écoutez, je ne sais pas, je crois que c'est en fait justement la pandémie qui a été un gros défi. Je sais que certains conseils scolaires ont en fait dit pas de projet de recherche en ce moment. Donc, et je sais que certainement les nouveaux enseignants avaient des défis extraordinaires. Donc, voilà. Mais il y a des données très riches à partager, c'est ça, à notre avis. C'est pas une question qu'on n'a rien à partager, mais je crois que selon ce que Mike a mentionné, il nous faut des participants pour vraiment partager leurs expériences parce que sinon, on va suggérer des recommandations, des solutions qui ne vont pas bien fonctionner, on dirait, ou être bien reçues. Et on veut vraiment que ce soit un projet de recherche qui répond concrètement aux obstacles qui sont identifiés. Alors ça, c'est notre but par rapport à la formation qui commence dès leur arrivée à une faculté d'éducation. Je sais qu'on est arrivé mais s'il y a une burning question ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on n'a pas vraiment donné l'occasion au public de poser des questions, mais... il y a une question. Il y a une autre session après, hein? Oui. Et là, j'aimerais juste dire, oui, c'est une conception. Comment est-ce qu'on peut... conception de rétention de recrutement. Et là, il faut dire que peut-être au niveau des ministères, du gouvernement fédéral, on a une conception de recrutement assez limitée, assez étroite, qu'il s'agit simplement de mettre des êtres humains dans une salle de classe ou dans une salle de classe dans un programme de formation. Et ce n'est pas ça du tout. Donc, il s'agit de vraiment, le mot-clé est formation, même si on est déjà enseignant et on vient de France ou d'une autre région francophone. Donc, c'est ça, je crois, qui est très important.
Et comme Stéphanie a dit, le recrutement commence au secondaire. Et c'est le travail de Monique Catin qui nous a montré ça aussi. Et on a vu ça aussi dans nos groupes de discussion, le fait que je crois que les candidats, les futurs candidats dans nos programmes de formation, ils aimeraient savoir ce que ça veut dire d'être dans une salle de classe en tant qu'enseignante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je m'attends à quoi exactement? Et il y a aussi des mythes ou des attentes qui ne sont en fait pas basées sur des choses, des idées qui, je ne sais pas, qui circulent. Donc, il faut peut-être clarifier souvent. Par exemple, moi, je n'ai pas fait l'immersion, je ne peux pas être enseignant d'immersion. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a ce type d'idées qu'il faut aussi peut-être clarifier et encourager même déjà les élèves au secondaire et leur donner peut-être une occasion de visiter. Mais ça touche aussi cette idée de la rétention parce que cette idée qu'ils pensent, OK, est-ce que je peux être enseignante? Et s'il y avait une expérience qu'ils ont vue, l'expérience de leurs amis en immersion française ou quelque chose comme ça, c'est comme, est-ce que c'est encore comme ça ou est-ce que c'est différent? C'est quoi, à quoi ça sert d'être enseignant de français en seconde maintenant? Parce que moi, j'avais des expériences antérieures et je ne veux pas que ce soit. Tu vois? Alors, c'est vraiment une... c'est extrêmement intéressant en tant que chercheur, mais en tant que formatrice, pour moi, oui, ça m'a fait penser.